Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être là malgré les conditions un petit peu particulières. Je suis Roselyne Descourégnier. Je suis professeure agrégée de physique et j'enseigne au département de génie biologique de l'IUT. L'IUT est l'une des composantes de l'université de Cergy qui maintenant s'appelle CY, Cergy Paris Université. Donc, je vais vous faire une petite présentation de notre université, de l'IUT, de ce qu'on y enseigne comme type de formation et comment ça va se passer pour vous pour pouvoir postuler éventuellement à ces formations. N'hésitez pas à intervenir et à poser des questions si des choses ne sont pas claires ou si vous voulez des compléments d'information. Alors par défaut, je vois que tout le monde à peu près a coupé son micro, je vous en remercie. On va essayer de rester comme ça, sauf au moment où vous intervenez, pour éviter tous les bruits de fond et pour que tout le monde puisse saisir le message. Je vous remercie d'avance. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas le bassin de Cergy-Pontoise parce que nous recrutons à l'IUT éventuellement à l'échelle nationale. Nous avons même des étudiants qui viennent d'outre-mer. Donc je présente très rapidement le bassin de Cergy-Pontoise. C'est une ville nouvelle qui a été créée autour d'une boucle de la rivière Oise dans les années 1970 avec de nombreuses administrations, des bibliothèques, des médiathèques, énormément d'équipements culturels et sportifs. Et puis nous avons des logements universitaires, des restaurants universitaires aussi, les services de santé, tout l'équipement d'une grosse agglomération. Et c'est une agglomération qui est très bien desservie par les transports en commun. Donc nous avons 2 lignes de RER, des trains de banlieue, des bus. Et puis nous avons une autoroute qui traverse l'agglomération, l'autoroute A15. Donc en termes d'accessibilité, on peut arriver par plein de moyens différents. La voiture, le bus, le train, le RER, le vélo. Tout cela est organisé pour venir sur les différents sites de l'université. Le campus universitaire en lui-même correspond à ce qu'on a appelé pendant longtemps l'université de Cergy-Pontoise et qui depuis le 1er janvier de cette année a changé de nom et est devenu un grand établissement qui s'appelle donc CY, Cergy Paris Université. Et ça inclut un certain nombre d'écoles du bassin, notamment l'ESTI. Dans cette structure, dans ce grand établissement, nous avons 14 écoles et instituts qui proposent des formations dans beaucoup de domaines très différents, en sciences, en économie, en management, en sport, en service social. On intègre aussi le collège ostéopathique européen et des écoles d'art. Tout ceci est regroupé sur plusieurs sites. Nous avons, sans compter les écoles qui ont été intégrées dans le grand établissement au 1er janvier, nous avons 12 sites, dont 4 qui sont sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je vous donne les noms ici pour que vous puissiez vous y retrouver quand vous serez éventuellement en recherche de documentation complémentaire et peut-être même quand vous ferez des demandes sur Parcoursup, peut-être que ça apparaîtra. Donc dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, on a le site d'Eschennes, de Saint-Martin, de Hirsch et un site dans la commune de Neuville. Donc là, je vous ai mis des photographies. En haut à droite, vous avez le site d'Eschennes, qui est le site principal avec la présidence. En bas à droite, vous avez le site de Saint-Martin. Et en bas à gauche, vous avez le site de Neuville. Donc les sciences se font essentiellement à Saint-Martin et à Neuville. On a beaucoup de formations très différentes qui sont proposées au sein de cette université et de ce grand établissement. Il faut savoir que nous proposons des formations au niveau bac, donc pour des gens qui n'ont pas obtenu leur bac mais qui souhaitent obtenir une équivalence. Donc ça s'appelle des DAEU. Nous proposons des formations bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8 et évidemment au sein de nos locaux, nous hébergeons des laboratoires de recherche et une bonne partie des enseignants de nos formations sont en fait des enseignants-chercheurs. Donc comme je vous le disais, on enseigne... Pardon? Alors je ne sais pas si c'est 12 ans ou 12 ans. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de couper votre micro si vous n'aviez pas l'intention d'intervenir? Merci beaucoup.
Donc des disciplines enseignées au sein du grand établissement qui sont très variées et qui sont regroupées par composantes. Ce sont des structures administratives qui correspondent soit à, par exemple, une composante, c'est l'IUT, Institut universitaire de technologie. On a des composantes qui s'appellent des UFR, Unités de formation et de recherche. Et puis on a des écoles. On a l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation qui s'appelle l'INSPE. C'est le nouveau nom de l'école normale, de l'IUFM. Voilà, ça a beaucoup changé de nom ces dernières années, mais maintenant ça s'appelle l'INSPE. Tout ceci, ce sont des structures administratives qui permettent de regrouper des formations, des départements d'enseignement, et on en parlera par la suite. Nous avons, depuis la fusion et depuis la création du grand établissement, une composante qui s'appelle CY Tech, qui héberge l'école d'ingénieurs de l'université. Ça aussi, éventuellement, ça risque d'intéresser certains ou certaines d'entre vous pour l'année prochaine. Alors, puisque moi je vais vous présenter une formation qui est hébergée par un IUT, je vais vous donner un petit peu de vocabulaire. Ça c'est la petite habitude des scientifiques de commencer par définir le système et le vocabulaire qu'on va employer. Donc l'IUT, c'est un institut universitaire de technologie. C'est donc l'une des composantes de l'université. C'est l'endroit où va se dérouler la formation. Donc nous sommes universitaires, nous sommes dans le cadre de l'université, ce qui n'est pas le cas des BTS, qui sont des brevets de techniciens supérieurs, et qui sont des diplômes qui sont délivrés et organisés par des lycées d'enseignement secondaire. Dans les IUT, on propose des formations dont vous avez sûrement entendu parler, notamment le DUT, Diplôme universitaire de technologie. Ça, c'est un diplôme qui est actuellement préparé par les étudiants qui sont en ce moment à l'IUT et qui est un diplôme en 2 ans. Là où il y a une petite difficulté, c'est que à partir de la rentrée 2021, nous ne proposerons plus le DUT. Il y a une réforme qui accompagne la réforme du lycée. Et donc, le nouveau diplôme qui va être proposé s'appelle le Bachelor universitaire de technologie, le BUT, le but. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est un diplôme en 3 ans. Et ça veut dire que, très probablement, vous allez peut-être avoir quelques difficultés à trouver des informations cette année sur le contenu des bachelors universitaires de technologie parce qu'on est en train de construire les programmes, on est en train de construire les offres de formation et on est aussi en train de construire les documents de présentation et d'information pour les lycéens. Ceci étant, je vais l'expliquer par la suite, le BUT va beaucoup ressembler à ce qu'on fait actuellement en DUT, donc n'hésitez pas à aller voir les informations concernant le DUT. Là, pour le coup, vous en avez plein disponibles sur Internet et vous allez avoir des informations qui ne sont pas complètement obsolètes. À noter également que dans les IUT, on propose des licences professionnelles. Alors, la licence dans la structure de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui fournit un diplôme à Bac plus 3. A priori, il faut donc 3 ans d'études pour obtenir une licence. Quand vous allez éventuellement demander une licence de mathématiques ou une licence de biologie ou une licence d'informatique, vous allez aller à l'université, mais pas dans l'IUT, dans une autre composante, et vous allez suivre les 3 années de licence pour obtenir votre diplôme au niveau Bac plus 3. Il est néanmoins possible de faire une formation au niveau Bac plus 2 et de compléter cette formation au niveau Bac plus 2 par une 3e année de licence, notamment dans le cas des licences professionnelles. Donc ça, c'est des formations d'1 an qui viennent compléter votre diplôme Bac plus 2 pour arriver au niveau licence, c'est-à-dire Bac plus 3. Dans tous les cas, dans les IUT, dans les instituts universitaires de technologie, on propose des formations qui sont technologiques, avec 3 fils rouges qui sont l'accompagnement, l'exigence et l'innovation. N'hésitez toujours pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Alors des IUT, en France, il y en a beaucoup. Je vous ai mis la carte 2020-2021 de tous les IUT. On en a 114 qui travaillent en réseau
avec beaucoup de spécialités différentes. Ça fait un maillage assez dense de formations, avec une cohérence de toutes ces formations à l'échelle nationale. Parce que un DUT ou un BUT pour ce qui vous concerne, vous, à l'avenir, ça repose sur un programme pédagogique national, un petit peu comme nous avons des programmes nationaux pour les cours que vous suivez actuellement en lycée. Et comme pour les cours que vous suivez actuellement en lycée, le cadrage national nous donne une indication sur les volumes horaires des différentes disciplines et sur les contenus, donc les programmes que nous devons aborder dans chacune des disciplines. Ces volumes horaires et ces programmes sont accessibles sur Internet. Alors toujours avec le petit bémol, c'est que pour l'instant, ce dont vous disposez, ce sont les volumes horaires et les programmes du DUT. Dès qu'ils seront disponibles, vous aurez accès aux volumes horaires et aux programmes du BUT. En principe, j'ai essentiellement, voire exclusivement, des élèves de première qui assistent à cette présentation. Donc, très clairement, d'ici la fin de l'année, vous aurez tous les documents nécessaires. Et quand vous ferez vos vœux sur Parcoursup l'année prochaine, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir décider en connaissance de cause. Donc, comme je le disais, en ce qui va vous concerner, vous, c'est un diplôme qui s'appelle le BUT, Bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Ce BUT, c'est un intitulé qui est très général, un peu comme si je disais, vous allez obtenir un diplôme qui s'appelle une licence ou un master ou un bac. Je n'ai pas précisé les disciplines que vous avez étudiées pour arriver à ce diplôme. Donc les disciplines qu'on étudie, ça va être décrit par des spécialités. Il y a en France 24 spécialités du DUT et vous allez retrouver à l'identique les mêmes 24 spécialités pour le prochain but. En ce qui me concerne, j'enseigne au département de génie biologique pour des étudiants qui étudient un diplôme de DUT génie biologique et donc des étudiants qui étudieront pour obtenir un BUT de génie biologique. Ça, c'est la spécialité. Il y a d'autres spécialités, génie électrique, génie civil, métier du multimédia et de l'Internet. Il y a plein de disciplines, plein de thématiques possibles pour un BUT. Au sein de cette spécialité, donc en ce qui me concerne aujourd'hui le génie biologique, on va avoir plusieurs options. Ça s'appelait option pour le DUT. Donc par exemple, à Cergy, nous enseignons 2 options du DUT génie biologique qui s'appellent analyse biologique et biochimique et génie de l'environnement. Ça va un tout petit peu évoluer, ça va s'appeler des parcours dans le BUT. Et les parcours sont susceptibles de changer de nom par rapport à ce que vous allez trouver dans les documentations actuelles du DUT. Donc ça ne s'appellera probablement plus exactement analyse biologique et biochimique et génie de l'environnement. Voilà ce que l'on pense retenir comme dénomination pour les 5 parcours du génie biologique, susceptibles d'évoluer encore un petit peu, c'est pas encore définitivement fixé. Donc agronomie, biologie médicale et biotechnologie qui sera enseignée à Cergy parce qu'en tout cas c'est l'évolution de ce qu'on enseigne actuellement qui est analyse biologique et biochimique en DUT. 3e parcours diététique et nutrition, 4e sciences des aliments et biotechnologie et 5e qui correspond à ce qu'on appelait jusque-là génie de l'environnement, sciences et technologies de l'environnement. Donc les 2 lignes que j'ai mises en gras ici sont les 2 parcours du génie biologique que nous allons enseigner à partir de septembre 2021. Des départements de génie biologique, il y en a beaucoup également en France. Alors il n'y en a pas autant que d'IUT, mais on a cependant de nombreux départements qui enseignent le DUT génie biologique, qui enseigneront le BUT génie biologique. Encore une fois, avec le même programme pédagogique national, avec les mêmes volumes horaires. Alors, sur ces 2 parcours, il y a des colorations un petit peu différentes du génie biologique. La partie biologie médicale et biotechnologie, ça va s'intéresser à la santé humaine, à la santé animale, aux questions de pharmaceutique, de cosmétique et aux biotechnologies. La partie sciences et technologies de l'environnement vont
ça va plutôt s'intéresser à tout ce qui est biologie de l'environnement, comme son nom l'indique. Donc analyse, traitement des pollutions, gestion de l'environnement. J'attire votre attention sur le fait que des diplômes, des formations en environnement, ça peut se trouver dans des structures très différentes et dans des points de vue très différents. L'environnement peut être étudié du point de vue de la biologie, mais aussi du point de vue du physicien qui va se poser des questions d'énergie, qui va se poser des questions de climat. Ça peut être vu du point de vue des sciences de l'ingénieur pour savoir quel euh, système on peut mettre en place pour prendre en compte l'évolution climatique actuelle et éviter le désastre écologique. Donc on peut réfléchir à de nouveaux panneaux solaires, on peut réfléchir à de nouvelles éoliennes, on peut réfléchir à des nouvelles générations de batteries, de véhicules, tout ça. Et ce ne sont pas des problématiques qui sont enseignées dans les mêmes formations. Donc là, quand on vous parle de gestion de l'environnement, c'est gestion de l'environnement du point de vue de la biologie. Le niveau requis pour intégrer notre formation, c'est un bac. Alors, très majoritairement, ce sont des bacs généraux et des bacs STL. Bac général, dans votre version du bac, on va quand même s'attendre à ce que vous ayez fait des spécialités scientifiques. Si vous avez fait LLCE, anglais, avec, je sais pas moi, humanité et puis éco, le cible m'échappe, bah, il y a assez peu de chances que vous ayez le bagage nécessaire pour pouvoir comprendre et suivre la formation qu'on enseigne à l'IUT génie biologique. Si par contre vous avez fait la spécialité SVT ou vous avez fait au moins les maths et la physique ou voire informatique, vous avez un bagage scientifique qui va être plus compatible avec la formation. Dans les bacs technologiques, on accueille peu, voire peut-être pas du tout de STI 2D. Par contre, on accueille des bacs STL. On a quasiment moitié de bac général et moitié de bac STL. Il arrive qu'on accueille des étudiants venant de STAV et de ST2S. En général, on en a un, voire deux par promotion. C'est tout. Donc ce sont des candidatures qui sont vraiment étudiées avec beaucoup d'attention. Il faut que l'étudiant ait vraiment bien réussi ses années au lycée, qu'il soit vraiment avec un bagage solide, parce qu'il va avoir beaucoup de choses à apprendre en plus de ses camarades de bac général ou STL, qu'il n'aura pas appris au lycée et qu'il va falloir qu'il rattrape, entre guillemets, pendant ces années d'IUT. Comment ça va se passer sur Parcoursup? Alors, en fait, je suis en train de parler de Parcoursup, mais je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué ce qu'est Parcoursup ou est-ce que, plutôt on va poser la question à l'envers, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est Parcoursup? Apparemment pas. Donc, très bien. Ah oui, j'ai une main levée. Il faut réactiver le micro pour répondre. Alors, j'ai une main levée. Oui, je ne connais pas ce que c'est parcours sûr. D'accord. Sûr. Et Lucie, c'était la même question? Oui, c'était la même question. En fait, on en a entendu parler, mais on ne sait pas beaucoup ce que c'est. D'accord. Alors, merci de m'avoir interrompu et d'avoir levé la main. Je te laisse baisser la main, parce que là, j'ai toujours l'impression que tu as une question à poser, donc je ne verrai pas si tu en as une nouvelle. Merci beaucoup. Alors, Parcoursup, c'est la plateforme sur laquelle vous allez faire des vœux d'orientation pour le supérieur pendant votre année de terminale. Donc, normalement, là, au cours de l'année de première, vous allez avoir un certain nombre de séances d'accompagnement à l'orientation et ça va évidemment continuer en terminale. Votre prof principal va vous en parler pas mal. Ça s'est appelé APB, Admission Post-Bac, jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Parcoursup. Et donc, vous allez avoir à vous renseigner sur toutes les formations qui existent et à prononcer des vœux
sur les formations qui vous intéressent et pour lesquelles vous souhaiteriez avoir une place dans le supérieur. Ça va se faire entre janvier et mars. Et puis ensuite en mars, vous allez classer les vœux. Non, pardon, je dis une bêtise, vous ne classez plus vos vœux. Pardon. Vous allez, après mars, remplir les dossiers de ce que demande chacune des formations qui vous intéressent. Donc par exemple, vous allez remplir une lettre de motivation, vous allez donner un certain nombre de documents administratifs qui confirment qu'il n'y a pas de problème pour que vous intégriez les formations. Et puis en juin, vous allez recevoir des vagues de réponses. Ça doit même commencer en mai maintenant. Donc vous allez avoir 10, 15, 20 vœux, je ne sais, je dis peut-être des bêtises parce que je ne me souviens plus des seuils actuels, ça évolue d'une année sur l'autre. Et puis le premier jour des réponses, vous allez recevoir une réponse sur chacun de vos vœux. Il y a des vœux sur lesquels on va vous dire vous êtes pris, des vœux sur lesquels on va vous dire vous êtes en liste d'attente, et puis des vœux sur lesquels on va vous dire vous n'êtes pas accepté. Et puis ce sera à vous de dire, puisque je suis pris à telle et telle formation, je choisis celle-ci de manière définitive, ou j'attends d'avoir des réponses sur les réponses sur lesquelles je suis en liste d'attente. Et puis progressivement, ça se décante au fur et à mesure où les élèves disent, voilà, moi je choisis une place dans telle formation. Donc ça, c'est aussi une étape qui prend pas mal de temps parce que chaque jour, ça se décante un petit peu plus et on vous refait des propositions tous les jours. Donc ça, c'est pendant votre année de terminale. En même temps que vous avez vos cours, en même temps que vous passez vos épreuves de contrôle continu, en même temps que vous passez vos épreuves de fin d'année en terminale, et en même temps que vous avez les résultats. Voilà, ça court jusqu'en juillet. Et pour ceux qui n'ont toujours pas de réponse positive dans le courant du mois de juillet, il y a une phase qui s'appelle la phase complémentaire, pour laquelle on vous fait des propositions sur les places encore vacantes un peu partout en France. Et ça, cette phase complémentaire court jusqu'à, je crois, fin septembre. Donc après les rentrées universitaires. Est-ce que ça répond aux questions des personnes qui n'avaient pas entendu parler de Parcoursup? Oui, merci. De rien. Oui, pour moi aussi. Parfait. Merci. De rien. Alors donc, pour avoir accès à une formation de l'enseignement supérieur, vous avez l'obligation de passer par cette étape de vœux sur Parcoursup. Notre formation ne déroge pas à la règle. Vous allez avoir une candidature à faire sur Parcoursup pour vous signaler sur le fait que vous êtes intéressé par la formation et votre dossier va être examiné par chacune des formations qui vous intéressent. Donc nous allons examiner toutes les candidatures qui sont soumises pour notre formation sur Parcoursup. La première étape consiste à faire une moyenne de vos notes à partir des matières scientifiques. En général, on utilise aussi le français et les LV1. Ça, c'est ce que je vous décris là, c'est ce qu'on faisait pour le DUT avec l'ancienne mouture du lycée et du bac. Puisque pour l'instant, nous n'avons jamais eu à examiner de candidature avec des élèves qui sont passés par les spécialités en terminale. C'est la première année cette année, donc c'est la première année qu'on va se poser la question ou qu'on va mettre en place les solutions qu'on a imaginées pour les recrutements d'élèves avec le nouveau bac. Donc jusque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les matières scientifiques, le français et votre LV1, on faisait une moyenne, on regardait les lettres de motivation, on regardait les appréciations des enseignants dans une deuxième étape, et ça permettait de mettre un bonus-malus pour ajuster le classement. En sachant que on fait 3 catégories. On fait une catégorie sur le bac général, on fait une catégorie sur le bac STL et on fait une catégorie sur les candidatures autres. Puisqu'on a des proportions d'accueil à respecter. Des proportions de bac techno, des proportions de bac général à respecter. Je m'arrête un petit peu sur le bac général puisque c'est la nouveauté du moment. En ce qui concerne les spécialités qu'on imagine les plus pertinentes, ce qui est appelé les plus adaptées, en toute logique, celles qui sont le plus adaptées, ce sont les mathématiques, la physique-chimie et les SVT.
Ce qui est adapté, ce sont les sciences de l'ingénieur, c'est numérique et sciences informatiques, c'est langue, littérature et culture étrangère, et c'est biologie, écologie. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas biologie, écologie, c'est ce qui est enseigné en lycée agricole. En spécialité complémentaire, vous avez histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, vous avez humanité, littérature, philosophie, vous avez SES, vous avez culture de l'Antiquité, vous avez art. Normalement, je les ai toutes mises là. De préférence, étant donné qu'on recrute sur une formation en génie biologique, il est important d'avoir conservé la spécialité SVT en terminale. Après, sur la deuxième spécialité que vous allez conserver en terminale, c'est pas encore super clair. Éventuellement, je peux y revenir après dans les questions. Je passe un petit peu plus de temps pour présenter le contenu de votre formation d'abord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le BUT est une formation de qualité dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'heures d'enseignement qui sont en petits effectifs. Ça peut être intéressant pour les élèves qui se sentent un peu angoissés à l'idée d'être perdus dans un amphi de 200 ou 400 étudiants et d'être un petit peu anonyme et d'avoir un peu de mal à accéder à un enseignant pour pouvoir lui poser des questions quand ça va pas trop. Dans le cas du DUT et donc du BUT, vous allez beaucoup moins rencontrer cette situation-là puisqu'on va faire 45% de votre emploi du temps en TP, donc très similaire à ce que vous rencontrez en TP au lycée, avec un maximum de 14 étudiants. 35% en TD, donc un groupe de TD, c'est 2 groupes de TP, ça fait un maximum de 28 étudiants. Ça s'appelle des séances de travaux dirigés, où on fait des exercices, on fait des compléments de cours, on ne fait pas d'expérience, on est dans une salle de classe normale. Et puis seulement 20% du temps est consacré au CM, aux cours magistraux, où là vous êtes regroupé sur l'ensemble de la promotion de BUT. En ce qui nous concerne, chez nous, Cergy, génie biologique, c'est une promotion de 90 étudiants. Donc ça n'est pas les amphis de 2, 3 ou 400 qu'on peut voir aux infos ou qu'on peut redouter dans son inconscient. Ça reste un amphi à une taille à peu près supportable. Mais dans le cadre des cours magistraux, l'enseignant fait cours, il y a assez peu d'interactions et assez peu de temps de questions. Ces temps de questions et d'application du cours se retrouvent déportés dans les séances de travaux dirigés, où vous êtes peu nombreux, moins nombreux, et où là on peut plus faire une interaction individuelle, un peu comme ce que vous vivez en ce moment en lycée. On a des effectifs qui sont un peu plus faibles qu'en lycée, parce qu'en lycée vous tournez autour de 35-36, nous on est au maximum à 28 en TD. Comme ce que vous avez en lycée, on a des salles de TP qui sont dédiées, et en plus elles sont vraiment dédiées à chaque thématique que vous allez apprendre. Donc vous avez des salles de chimie, vous avez des salles de biochimie, des salles de microbiologie, des salles de biologie cellulaire, avec des plateaux techniques qui sont différents, avec du matériel spécifique, professionnel. Pendant ces séances de TP, on va vous apprendre non seulement à utiliser ce matériel professionnel, mais aussi on va vous apprendre la gestion de la sécurité, la gestion des déchets, et vous serez dans une formation qui est professionnalisante. Donc on a cette approche et cet état d'esprit professionnel dès le début de la formation. On est là pour que vous appreniez une attitude sérieuse et professionnelle, pour qu'au moment où vous sortez de votre formation, vous soyez apte à rentrer dans le monde du travail. Et c'est l'un des intérêts de cette formation de DUT ou de BUT, c'est que c'est une approche par la pratique et qui est professionnalisante. Donc on vous apprend à adopter cette posture au fur et à mesure de votre formation. En plus des salles de TP avec les plateaux techniques, vous avez des modules qui sont dédiés à cette fameuse préparation à votre entrée sur le marché du travail, à votre entrée dans le monde professionnel. Donc il y a un module qui s'appelle Projet personnel et professionnel. C'est un module qui court le long de toutes vos années de formation et pour lequel on vous accompagne pour la construction de ce projet personnel et de ce projet professionnel.
réfléchir à quel type de métier va me convenir, quel type de métier me fait envie, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour atteindre ce métier, quelles sont les conditions de travail qui m'attendent sur ce métier, est-ce que c'est ça que je veux, pour ne pas avoir de surprise et ne pas se retrouver désemparé au moment où vous rentrez dans le monde professionnel. Donc tout ça, on travaille avec vous là-dessus pendant votre formation. On vous accompagne à la rédaction de votre CV, de votre lettre de motivation, on vous accompagne dans votre recherche de stage, et puis à la fin, on fait des simulations d'entretien de recrutement pour que vous soyez performant dès la fin de votre formation. Et même dès le courant de votre formation, puisque vous recherchez des stages pendant la formation. Pour ça, vous avez beaucoup de présentations orales. Alors ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit, oh là là, je suis pas très à l'aise. Justement, ceux qui sont déjà très à l'aise, tant mieux pour eux, et ceux qui sont pas à l'aise, on est là pour vous l'apprendre, pour vous accompagner, et en général, quand on fait des journées portes ouvertes, c'est en janvier, les personnes qui viennent nous voir et les parents des élèves qui viennent nous voir nous font beaucoup de remarques sur le fait que nos étudiants sont extrêmement à l'aise à l'oral, sont capables de tenir un discours construit, long, sans bégayer, sans avoir peur. Et ça, c'est parce que ça fait partie de leur formation. Donc, en arrivant sur le marché du travail, ils ont cette compétence d'être capables de faire une présentation de leur formation, d'un sujet sur lequel ils ont travaillé, sans difficulté. Pour faire tout ça, on dispose à l'IUT d'un encadrement qui est très important par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres formations universitaires. Alors, je fais une petite parenthèse quand même. L'université, de manière générale, donc les autres composantes comme les UFR, si vous faites une demande de licence de biologie ou de mathématiques, ça n'est pas actuellement ce que vos parents ont pu rencontrer quand ils étaient à l'université. L'université a beaucoup évolué, s'est beaucoup modernisé, a beaucoup évolué notamment sur la notion d'encadrement et de lien avec le monde de l'entreprise. Néanmoins, il y a toujours une différence notable en termes d'encadrement entre les formations type licence générale et les formations de ce que proposé par l'IUT. Donc à l'IUT, on a un encadrement très important et un suivi très régulier. Donc par exemple, il faut savoir qu'on fait émarger les étudiants à chaque heure de cours. Et à chaque fois qu'à une séance, un étudiant n'était pas présent, il doit justifier, ou elle doit justifier son absence auprès du secrétariat pédagogique et auprès de l'enseignant. Si l'étudiant a plus que 6 demi-journées d'absence non justifiée, cela peut compromettre l'obtention de son diplôme. Une absence à 1 heure de cours, ça fait une demi-journée d'absence. Donc chaque absence compte. C'est une façon aussi de s'assurer que les étudiants sont assidus et qu'ils ne sont pas en train de décrocher. Ou au moins, quand on commence à se rendre compte que ça va moins bien et que ça commence à décrocher, on a les moyens pour le voir, pour le détecter, pour aller le chercher, pour comprendre ce qui se passe et pour l'accompagner, pour éviter qu'il décroche ou pour lui proposer une autre formation si vraiment ça ne va pas du tout dans la formation dans laquelle il est. Non seulement on attend une assiduité, mais en plus on attend, comme je vous le disais juste avant, une attitude correcte et professionnelle. Cette attitude professionnelle, on l'apprend pendant la formation et donc on l'attend de chaque étudiant pendant la formation. Donc ça ne peut pas être une attitude désinvolte, où on arrive en retard, où on s'excuse pas, où on parle pas très bien aux enseignants, parce que ça sous-entend qu'éventuellement on parlera pas très bien à son employeur après, donc ça c'est pas possible. Donc il y a un accent très important qui est mis aussi là-dessus. Et puis, toujours dans l'histoire du suivi, on met en place des commissions pédagogiques à chaque demi-semestre et fin de semestre, un peu comme les conseils de classe. Alors, actuellement, vous avez des conseils de classe à chaque fin de trimestre. Donc l'année est coupée en 3, et on fait un conseil de classe à chaque tiers. Nous, à l'IUT, on fait des découpages en 2 de l'année, donc ça fait des semestres qui s'arrêtent autour du mois de janvier pour le premier semestre. Et l'emploi du temps change, les modules que vous allez apprendre changent entre le premier et le deuxième semestre. Et donc on fait un point à chaque fin de semestre, mais on fait aussi un point
à chaque milieu de semestre. Ça fait donc 4 points dans l'année, plutôt que 3 au lycée. Information importante aussi, la notion de coût de votre formation, parce que on sait très bien que le choix de votre formation va d'abord être un choix de goût et d'envie et de compétences, mais il faut aussi tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles ça va se passer. Est-ce que votre famille a les moyens de vous fournir une chambre d'étudiant, a les moyens de vous fournir les allers-retours en transport? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce qu'on peut se permettre de payer plusieurs milliers d'euros par an pour la formation, ou est-ce qu'on n'a pas les moyens et donc on réfléchit à d'autres formations? Donc c'est un élément qui est important dans votre réflexion de cellule familiale sur ce que vous allez choisir dans l'enseignement supérieur. Et dans ce cadre, eh bien en fait les formations à l'IUT sont au tarif des formations de l'université. Donc vous avez des frais d'inscription identiques à ceux de la licence générale de l'université. Ça veut dire 170 € par an et 91 € de contribution de vie étudiante et de campus. Donc ça fait moins de 300 € par an d'inscription, et il est possible d'être boursier, ce qui réduit encore plus les frais d'inscription pour bénéficier de cette formation. Avant que je passe à l'organisation du but, est-ce qu'il y a des questions? Apparemment pas. Je continue. Donc l'organisation de la formation. Oui, question. Oui, en fait, vous dites que le DUT va devenir le BUT. Oui. Et finalement, puisqu'il est de 3 ans, il va un peu ressembler, si je puis dire, à la licence générale. Alors, il ne va pas ressembler à la licence générale, il va le plus ressembler à une licence professionnelle. Avant que je réponde complètement, est-ce que vous aviez fini de poser votre question ou est-ce qu'il y avait un deuxième morceau? Non. C'était ça. D'accord. Donc, ce BUT va être une espèce d'hybride entre le DUT actuel et la licence professionnelle actuelle. D'accord. Les licences professionnelles vont continuer à exister avec l'arrivée du but. D'une part parce qu'il n'y a pas que les IUT qui proposent des licences professionnelles, il y a les UFR. Par exemple, on a des licences professionnelles intégrées en informatique. Je donne beaucoup d'exemples en informatique parce que j'enseigne aussi l'informatique au département d'informatique de l'UFR Sciences et Techniques, donc en licence générale par exemple, et en licence professionnelle intégrée. Donc c'est une licence qu'on rejoint après le bac et on fait les 3 ans en un coup sans avoir à faire de passerelle pour arriver jusqu'à la licence professionnelle. Et par ailleurs, parce qu'on peut envisager une licence professionnelle après un BTS, donc le BTS continue à exister et c'est toujours un diplôme en 2 ans, donc il y a toujours la possibilité d'avoir une 3e année spécifique pour compléter les 2 premières années et pour nous amener à un 2e diplôme professionnalisant qui serait la licence professionnelle. Donc à côté de cette licence professionnelle qui emmène sur le monde du travail à la sortie du bac+3, on va avoir le but qui sera un autre diplôme professionnel à bac+3 qui emmène dans le monde du travail. Là où c'est vraiment différent de la licence générale, c'est que la licence générale n'est pas professionnalisante. Elle n'est pas censée vous emmener dans le marché du travail directement. Elle est plutôt censée vous amener à un complément d'études. Par exemple, un master. Soit un master pro, soit un master recherche pour continuer encore vers un doctorat. Néanmoins, je suis d'accord avec vous, on va se retrouver avec une formation en 3 ans, comme les formations en 3 ans qui sont proposées par les UFR, type licence générale. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Bien. Une grosse différence, je vais y revenir après, entre le but et la licence générale, c'est le caractère technologique et le caractère professionnalisant. Donc ça veut dire qu'on va faire beaucoup de TP, on va faire beaucoup de stages. C'est là que j'allais en venir. Donc c'est sur 3 ans, donc ça veut dire 6 semestres. Ça s'appelle des cursus intégrés. Donc ça veut dire que c'est pas 2 ans de diplôme universitaire de technologie, 2 ans de DUT, et à la fin on s'oriente, on candidate sur autre chose et on s'oriente sur autre chose et on fait un 2e diplôme.
Il n'y a pas besoin de candidater au milieu pour avoir le droit de continuer. On a les 3 ans dès le départ. On a la garantie de pouvoir continuer sur les 3 ans, en supposant qu'on valide les semestres évidemment, hein, mais on a la garantie de pouvoir aller au bout des 3 ans sans avoir besoin de passer par un nouveau comité de sélection, ce qui se passe actuellement quand on a fait un DUT et qu'on postule pour une licence professionnelle sur la 3e année. Sur ces 6 semestres, donc sur ces 3 années de formation, il est prévu 2000 heures de formation. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça fait un peu plus que 1800 heures, donc ça fait un peu plus que 600 heures par an. Dans ces 2000 heures de formation sur les 3 ans, il y a 600 heures qui sont des projets tutorés. Donc c'est des projets qui sont menés par les étudiants en groupe restreint, 3-4 étudiants, tutorés par un enseignant ou tutorés par un intervenant extérieur qui est issu du monde professionnel, donc quelqu'un qui travaille dans l'industrie ou dans une entreprise, qui est au contact des technologies qui sont mises en œuvre concrètement actuellement et qui est là pour encadrer les étudiants, pour gagner en compétences. Et puis, dans cette réforme du but, il y a beaucoup plus de stages que ce qu'on fait actuellement en DUT. 22 à 26 semaines de stage au total sur les 3 années. Donc un vrai contact long, intense, avec le monde de l'entreprise et de l'industrie. Néanmoins, on ne fait pas que de la pratique, on mélange l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. Donc quand on sort de cette formation-là, on a un bagage théorique non négligeable. En général, quand on arrive, on voit beaucoup de différences entre les bacs généraux et les bacs techno, parce que les bacs généraux sont meilleurs en théorie, mais les bacs STL sont bien meilleurs en TP. Donc, ce qui fait qu'en général, on fait des binômes de TP avec un bac général et un bac STL. Chacun aide l'autre sur son domaine de compétences principal. Et à la fin de la formation, eh bien, en fait, il n'y a plus de différence. Et les STL ont gagné en théorie, les bacs généraux ont gagné en pratique. Autre information très importante, c'est la façon dont on va vous évaluer. Cette année est une année très spécifique en ce qui concerne l'université à cause des conditions sanitaires et on a été obligé de basculer beaucoup d'examens en contrôle continu dans les formations, je vais dire standards, dans les licences générales. Mais jusqu'à l'année dernière, les licences générales étaient beaucoup évaluées avec des séries d'évaluation de fin de module. Donc ce qu'on appelait des examens et des partiels. En ce qui concerne l'IUT, tout est en contrôle continu. Donc ce sont des oraux, ce sont des comptes rendus TP, ce sont des contrôles de connaissances, ce sont des DS, des contrôles qui sont faits tout au long du module et il n'y a pas d'examen terminal. Vous avez des interventions de professionnels, j'en ai parlé pour encadrer les projets tutorés, mais nous avons aussi des intervenants du secteur professionnel qui viennent faire cours sur des thématiques spécifiques. C'est prévu dans la formation que ce ne soit pas uniquement des enseignants et des enseignants-chercheurs qui fassent la formation, mais qu'au cours de la formation, on ait ce contact avec des professionnels qui viennent présenter leur monde, leurs problématiques, leurs solutions, pour faciliter toujours cette transition vers le monde de l'entreprise et de l'industrie. On travaille énormément en pédagogie par projet et en travaux de groupe, évidemment en TP, avec les projets tutorés, avec les projets personnels et professionnels. Donc, je répète, je remets en gras parce que c'est vraiment important, que l'assiduité et la ponctualité sont des choses vraiment essentielles. Et puis il y a quelque chose qui pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il est possible d'aller faire son 3e semestre, donc le début de la 2e année, à l'étranger. Alors les universités avec lesquelles on a des partenariats, ce sont le Canada, la Pologne, l'Italie et la Roumanie. Il est possible d'envisager d'autres choses évidemment, mais sachez que ça existe, toujours en supposant que les conditions sanitaires le permettent. Là, pour l'année en cours, pour les étudiants qui sont actuellement en 2e année, c'est pas super simple, il faut l'avouer, il faut être lucide et honnête. Mais néanmoins, on va espérer que d'ici à ce que vous arriviez en 2e année de DUT, la situation se soit un petit peu améliorée.
Avec la réforme du but en 3 ans, vous aurez néanmoins la possibilité d'obtenir un diplôme au bout des 2 ans. C'est-à-dire qu'on change un petit peu la logique. La logique actuelle, qui est peut-être celle qu'ont rencontré vos grands frères, vos grandes sœurs, vos cousins ou vos parents, c'est on part sur une formation Bac+2, on a un diplôme à Bac+2 et ensuite on réfléchit. La majorité des étudiants poursuit ses études, je vais en reparler après, mais on a une première étape à Bac+2 et éventuellement après on complète. Avec le but que vous allez éventuellement suivre, c'est la logique de départ, c'est 3 ans, et éventuellement on réfléchit à demander une étape intermédiaire au bout de 2 ans. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez à gauche la sélection sur Parcoursup pendant votre année de terminale, ou après le bac, puisqu'il est aussi possible de postuler après une première année d'autres choses et une demande de réorientation. Vous avez des entrées parallèles possibles tout au long du parcours, des sorties parallèles possibles tout au long du parcours, la possibilité d'obtenir le DUT nouveau au bout des 2 ans et a priori le but au bout de 3 ans qui vous emmène soit dans l'insertion professionnelle, soit vers une poursuite d'études en école d'ingénieur, en master, pro ou recherche. Toujours pas de questions ? Ça va. Ok. Ça va vite, il y a beaucoup d'infos, mais je laisserai le PowerPoint à votre disposition s'il y a besoin d'y revenir. Et puis, vous me poserez aussi des questions après si vous avez besoin, si ça vous vient plus tard. Alors, je vous donne l'organisation un peu plus dans le détail. C'est celle qu'on organise actuellement pour le DUT, en sachant que ça va être proche de ça pour le BUT. Donc, pour l'instant, on a un diplôme à Bac+2, donc sur 4 semestres, avec une première année qui est très très fortement commune aux 2 options. Je vous avais parlé au tout début du fait qu'on proposait 2 options qui vont s'appeler 2 parcours, analyse biologique et biochimique et génie de l'environnement. Le tout premier semestre de la formation est intégralement commun aux 2 options. Ça commence à se spécifier un petit peu au 2e semestre. Il y a quelques modules qui se différencient selon les options. Et par contre, en 2e année, ils ont vraiment des choses qui sont différentes et ils n'ont plus de cours en commun. Ils ont peut-être l'anglais en commun. Mais en ce qui concerne les disciplines scientifiques, c'est séparé sur toute la 2e année. Donc pour vous, je ne sais pas exactement à quel moment ça va commencer à se diversifier, mais il faut avoir en tête cette structure globale avec un point d'entrée commun, des bases communes et une spécificité qui s'acquiert au fur et à mesure des semestres. Concrètement, les cours, c'est du lundi au vendredi. Pour l'instant, on n'a pas de cours le samedi matin. Je ne garantis pas que ça n'arrivera pas, parce que ça a été en discussion déjà pour cette année, ça ne s'est pas fait, mais on a des petits problèmes de locaux dans l'université qui nécessitent de répartir sur de plus grandes amplitudes les étudiants pour laisser de la place pour tout le monde. Et donc, il a été envisagé à un moment qu'on fasse cours le samedi. L'avantage du distanciel, c'est qu'on n'a plus de problème de locaux. On a toujours des problèmes de locaux pour les TP, on fait toujours les TP en présentiel actuellement. En tout cas, pour l'instant, on est du lundi au vendredi et il faut compter environ 35 heures de cours par semaine. Ça, c'est ce qui se passe actuellement pour le DUT. En but, ça devrait être un tout petit peu moins dense. L'amplitude maximale, on commence à 8h30 le matin. En général, on finit autour de 18h le soir. Il arrive, malheureusement, de plus en plus régulièrement, qu'on ait un créneau supplémentaire qui nous emmène jusqu'à 19h30 ou 20h. Je préfère prévenir parce que les étudiants qui ont assisté à cette présentation-là il y a 2 ans et qui ont vu 18h et à qui on a dit bah non, en fait c'est 19h30, ils ont un peu paniqué parce qu'ils se sont dit ah oui, mais moi j'avais pas prévu, ce qui était légitime. Donc maintenant je préviens. Quelque chose qui est extrêmement important aussi dans votre quotidien, c'est que votre emploi du temps n'est pas fixe d'une semaine à la suivante. C'est pas comme au lycée où vous avez un emploi du temps, on va dire, il est définitif fin septembre et il tient comme ça toute l'année avec des petites évolutions entre semaine A et semaine B, mais c'est la même évolution en novembre et en juin. En ce qui nous concerne, ça varie complètement d'une semaine à la suivante. Donc il peut y avoir une semaine où le lundi vous allez avoir 8 heures de cours
Et le lundi suivant, vous avez cours que le matin. Et le lundi encore après, vous avez cours que le lundi après-midi. Vous en avez connaissance à l'avance, bien entendu, mais si vous avez besoin, par exemple, d'un job du soir ou du week-end, il faut avoir conscience que, en fait, vous ne serez pas disponible avant 20h, plus votre temps de retour à la maison. Donc je vous donne un exemple de journée. Alors je vous ai mis les créneaux horaires verticalement. Ça commence en haut, la journée, ça finit en bas. Donc par exemple, vous pouvez avoir des créneaux d'1h30. Ça, c'est la brique de base. C'est un créneau d'1h30. Donc vous pouvez avoir 1h30 de CM. Cours magistral en amphi. Actuellement, j'ai 84 étudiants dans l'amphi. Actuellement, s'ils sont présents en présentiel. Sinon, c'est s'ils sont présents au bout de l'ordinateur. Et puis, vous pouvez avoir un deuxième créneau de CM qui suit. Et puis, vous pouvez avoir un TD dans la foulée, où là, vous êtes séparés en groupe de 28. À un moment, on mange. Et puis, on continue l'après-midi. Donc, vous pouvez avoir des TD, des TP. Certains TP durent 1h30. Certains durent beaucoup plus longtemps. Parce qu'on est en chimie, on est en biologie, on est en physique. Donc, on a des TP de 3h, de 3h30, de 4h, qui vont occuper toute la demi-journée. Soit le matin, soit l'après-midi. Et donc, on peut finir un peu tard. Ça ne veut pas dire que tous les soirs de toutes les semaines, vous allez finir à 20h. Hein. Mais il faut avoir conscience que ça peut arriver. De la même manière, c'est pas sûr que vous allez commencer tous les jours à 8h30. Mais il faut savoir que ça peut arriver. En termes de vacances, vous avez une semaine de vacances à la Toussaint, une semaine en février, une semaine au printemps, qui sont dans les vacances scolaires. Soit la première, soit la deuxième. C'est ça que ça voulait dire. Et puis vous avez 2 semaines à Noël. En gros, vous avez 2 mois l'été. Plus ou moins pardon. Un peu plus, un peu moins en fonction du positionnement de vos stages. Mais en gros, c'est ça l'idée. Je vous parlais du fait d'avoir un accompagnement, je commence à plus savoir parler. Un encadrement important. Donc vous avez plein de gens à votre disposition pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous écouter et pour vous accompagner dans votre processus de formation et de projet professionnel. Donc en termes d'enseignement, vous avez vos enseignants, vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez un directeur ou une directrice des études qui correspond à peu près à ce que vous appelez un professeur principal au lycée, et vous avez un chef de département qui est là pour coordonner tout le département, pour nous, tout le département génie biologique, s'assurer qu'on respecte bien le programme pédagogique national, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait l'équivalent du proviseur, mais c'est un enseignant qui s'assure que tout fonctionne bien dans le département. Et puis, vous avez un référent relations internationales. C'est la personne avec qui, éventuellement, vous allez échanger lorsque vous allez envisager de faire un stage ou un semestre à l'étranger. Vous pouvez aussi vous adresser à d'autres étudiants. Les étudiants de 2e année, les étudiants de 3e année, puisque vous serez dans la 2e promotion du BUT. Vous avez des associations étudiantes qui sont bien implantées dans l'université. Donc le bureau des étudiants, pour toutes les formations en même temps. On a une association étudiante spécifique qui s'appelle Toxic Caribou. Et puis on a un réseau des anciens étudiants qui pourraient être là pour répondre à vos questions sur dans quelle entreprise est-ce que je peux chercher un stage, comment ça s'est passé pour ta demande de poursuite d'études. Tout ce genre de questions peut être adressé grâce à notre réseau des anciens étudiants. Et puis, comme je vous le disais, on a des intervenants extérieurs, des entreprises qui sont partenaires de notre formation. Donc, toute cette galaxie de personnes sont là autour de vous pour vous accompagner et pour vous aider. Néanmoins, c'est pas tout cuit ou tout cru dans le bec comme vous voulez. Cette formation est une formation qui nécessite un investissement personnel conséquent. Ça n'est pas le même investissement personnel que quand on est en prépa, mais néanmoins c'est un investissement personnel assez lourd, notamment parce que vous avez beaucoup d'heures de cours dans la semaine, que vous avez des évaluations très fréquemment, qu'il faut donc être prêt, que vous avez pas mal de projets personnels à mener, et il ne faut pas vous dire que ça va être les vacances. Donc vous avez d'une part les cours magistraux, les CM, qui sont plutôt théoriques, ça c'est une nouveauté pour vous.
parce qu'en général, on fait justement exprès au lycée de couper les séances un peu théoriques et abstraites par des séquences d'activités, des séquences de découverte documentaire, des séquences de mise en application. Donc ces grosses séries d'1 heure et demie, ces gros blocs d'1 heure et demie où le prof parle, comme ce que je suis en train de faire, sans vraiment avoir l'occasion de poser de questions, ça vous le vivez pas souvent au lycée. Ça veut dire qu'il va falloir travailler d'une méthode un petit peu nouvelle pour engranger toutes les informations qui sont données en CM pour pouvoir les appliquer pendant les TD et les TP. Vous allez avoir à préparer les TD chez vous ou finir les TD chez vous. Peut-être préparer certains TP en amont, comme peut-être vous le faites en ce moment en lycée, on vous donne une petite activité qui prépare le TP, qui est la première étape pour qu'on puisse démarrer directement le TP par les manips, ou finir le compte rendu à la maison. Et comme je vous le disais, l'évaluation, elle est fréquente, elle est en contrôle continu. Il n'y a pas de fin de semestre avec une semaine d'examen et éventuellement quelques jours de révision avant. Ça se fait au fil de l'eau. Alors, comme dans la façon dont c'est organisé au département de génie biologique, chaque département a son organisation, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une demi-journée chaque lundi matin de devoirs surveillés. Donc vous avez 2-3 évaluations d'1 heure ou d'1 heure et demie tous les lundis matins, sur des disciplines différentes toutes les semaines. Et puis en plus, vous avez les notes de TP, les notes de projet, les notes d'oral, plein de choses qui arrivent tout au long du semestre. Comment est-ce qu'on fait pour valider sa formation? Il faut valider les semestres. Donc ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être assidu en signant la feuille d'émargement à chaque cours. Donc je ne plaisante pas, hein. Il y a vraiment une feuille d'émargement, je vais vous les montrer. Donc le prof se balade avec ses feuilles d'émargement. Alors là, j'ai pas de signature. J'ai des coches puisque c'est fait à distance, donc je ne peux pas faire signer mes élèves. Ah ben oui, mais excusez-moi, je la mette près de mon visage pour qu'il la visualise. Non, il va falloir que j'enlève l'arrière-plan. Hop. Toc. S'il te plaît, on applique le nouvel arrière-plan. Voilà. Je vous la montre de loin pour pas voir les noms de mes étudiants. Mais vous avez un tableau comme ça, comme une feuille d'appel au lycée, hein, où je coche la présence de tous les étudiants. Et on fait ça à chaque heure. Et on fait un bilan régulièrement. Et vous recevez un courrier à la maison s'il y a plus de, je ne sais plus, 2 ou 4 absences injustifiées, pour que soit vous vous souveniez que, ah tiens, j'ai pas fait justifier mon absence, je vais leur envoyer, soit ça alerte vous au début, puis, enfin, votre famille au début, puis vous après, une fois que vous êtes majeur, sur le fait que là, ça commence à devenir problématique en termes de nombre d'absences. Et enfin, pour valider le semestre, eh bien, il faut avoir 10 de moyenne sur l'année. Donc il peut y avoir des compensations à l'intérieur des modules, il peut y avoir des compensations à l'intérieur du semestre, et il peut y avoir, par décision de jury, des compensations entre un semestre et le précédent ou le suivant. Je remets l'arrière-plan, j'avais oublié de l'appliquer. Excusez-moi, vous avez de la déco enfantine, je suis dans la chambre de mon fils. J'en étais là. Est-ce qu'il y a des questions? Ou toujours pas? Ça va. Ça va, merci beaucoup pour la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on étudie comme discipline actuellement dans le DUT, mais ce sera la même chose dans le but. On a un tronc commun, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Le début de la formation, il est commun aux différentes options, donc aux différents parcours du but. Vous avez du génie biologique, donc ça veut dire que vous allez faire pas mal de biologie végétale, microbiologie, immunologie, physiologie, histologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire. Vous allez faire de la chimie et de la biochimie, et puis vous allez avoir un petit peu de maths. Alors très très peu, je vous rassure, hein. C'est moi qui le fais, donc je sais de quoi je parle. Ce sont des outils mathématiques, donc c'est vraiment des maths vues du point de vue de l'outil pour les autres disciplines. Donc de quoi je vais avoir besoin pour pas me retrouver coincé par des questions de maths pendant les TP. Donc comment est-ce que je fais pour trouver l'équation d'une droite? Comment est-ce que je fais pour... Bon, je vais pas détailler tout, mais ce sont des outils mathématiques. Pour le reste, c'est pas des maths pour elles-mêmes.
Vous allez avoir de la physique, vous allez apprendre de la thermodynamique, vous allez apprendre de l'électrotechnique pour l'environnement, vous allez apprendre un petit peu de notions de radioactivité et de radioprotection. Vous allez apprendre un petit peu de mécanique des fluides, parce que c'est important pour le génie de l'environnement. Et puis vous allez faire un peu d'informatique. Vous allez faire de l'anglais, puisque maintenant toutes les communications scientifiques et techniques sont en anglais. Vous allez faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets tutorés, travailler sur votre projet professionnel et travailler sur votre expression. Il y a un module spécifique d'expression communication pour apprendre à s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Au deuxième semestre, on retrouve le même genre de choses avec, comme je vous le disais, une petite distinction entre un parcours et l'autre, où l'environnement va plus s'intéresser à la systématique, aux sciences de la Terre et, comme je vous le disais, la mécanique des fluides et l'électrotechnique, quand les biologistes, les analyses biologiques et biochimiques vont faire plus de la pharmacologie, de la physiologie. Et puis on a toujours un tronc commun de sciences biologiques, d'anglais et des modules dont je parlais à l'instant. J'ai à peu près fini de présenter le contenu de la formation. Je vais revenir un petit peu sur les détails pratico-pratiques, notamment sur comment on fait pour se rendre sur le site de la formation, qui est le site de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est à Pontoise. Pour ceux qui habitent sur le bassin, c'est le grand bâtiment qui se trouve juste au-dessus de la rue dans laquelle se trouve la foire Saint-Martin une partie de l'année. Donc c'est là qu'on fait la formation. En sachant qu'il y a un certain nombre de TP, notamment les TP de physique et quelques TP de chimie qui se font sur le site de Neuville. Donc à Neuville-sur-Oise, dans la commune à côté. En tout cas, les sites sont très près des gares. Donc pour Pontoise, c'est les lignes H et J du train de banlieue et le RER-C. C'est aussi près de la gare de Cergy-Préfecture pour les lignes L et RER-A. Pour Neuville, c'est le RER-A et la ligne L également. Et puis vous avez beaucoup de bus et vous avez la possibilité d'avoir accès à une place de parking souterrain sur les différents sites. Sauf que il faut savoir que c'est payant pour les étudiants, c'est 40 € par an pour accéder au parking si vous venez en voiture. Il y a la possibilité de venir en voiture et de se garer dans les alentours de chaque site, mais c'est un peu compliqué. Vous avez, pour cette université-là, comme pour toutes les universités, un CROUS. Alors, comment ça s'appelle déjà? Le détail du sigle, bah, ça me revient plus. Si Armel, tu peux m'aider, ce serait super. Alors, je vais chercher très vite dans mon moteur de recherche préféré. Ça s'appelle, j'aurais dû l'écrire directement, hein, mais j'ai oublié de le faire. Et puis alors, on t'entend très mal. Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Voilà. Mais merci. Donc, le CROUS organise tout ce qui se passe autour de la fac en termes de restauration et de logement et de bourse. C'est au CROUS qu'on s'adresse. Donc, on a un restaurant universitaire, ce qui correspond à une cantine. Le repas complet est à 3,25 € et pour les boursiers, il est à 1 €. Vous avez aussi des cafétérias. Vous avez accès à des logements étudiants sur l'agglomération de Cergy-Pontoise et accès à des bourses sur critères sociaux. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site du CROUS tout ce qui est disponible pour vous aider à payer vos formations et à financer vos formations si jamais vous êtes en situation un petit peu délicate financièrement. Autour de votre formation, il y a aussi tout ce qui concerne la vie étudiante. Il y a beaucoup d'activités sportives et culturelles qui sont organisées au sein de CY, toujours dans l'hypothèse où on n'est pas dans une situation sanitaire critique, puisque là, évidemment, tout est fermé. Dans une situation normale, pour 15 ou 30 € par an, vous avez accès à beaucoup de sports différents, beaucoup d'activités culturelles, qui sont en général organisées sur le site des Chênes, qui sont à 15 minutes à pied de Saint-Martin. Donc c'est assez facile de s'y rendre. En gardant en tête que vous avez beaucoup d'heures de cours dans la semaine, donc ce sera en plus de vos cours. Donc il faudra néanmoins, si vous voulez faire du sport un soir par semaine, c'est tout à fait envisageable.
Il y a aussi une ouverture culturelle grâce à des cycles de conférences, à des cycles de débats. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des associations étudiantes qui organisent des soirées, des événements, qui organisent des journées d'intégration, et vous avez beaucoup de choses à découvrir. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de la fac, à aller voir sur le site étudiant pour savoir ce qui existe et ce qui peut s'organiser. Je vous ai parlé de la construction du projet professionnel et des projets tutorés qui sont organisés dans le cadre de la formation. Alors actuellement, c'est réparti sur 2 ans. Première année, les étudiants font des projets en groupe de 3 ou 4 étudiants tutorés de type bibliographique. Donc pour ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs, ça ressemble à un TPE qu'ils faisaient en première. Donc on fait des recherches dans des ouvrages, sur des sites internet, et puis on construit une présentation orale et un dossier qui présente toutes les connaissances qu'on a pu accumuler pour répondre à une problématique. Et puis en deuxième année, ils ont un projet tutoré professionnel. Donc en relation avec une entreprise, encadré par un tuteur enseignant et un tuteur professionnel. C'est organisé sur toute l'année et où ils ont un temps dans l'emploi du temps spécifiquement dédié à ce projet professionnel. Donc l'objectif est d'acquérir des compétences de démarche expérimentale ou de réexploitation des compétences qu'ils ont acquises dans les différents modules qu'ils ont appris par ailleurs et de développer l'autonomie des étudiants. C'est évalué sous la forme de soutenance orale et de rapport écrit. Donc là, par exemple, je vous donne mon exemple. J'encadre cette année, en deuxième année, un projet d'aménagement d'un rucher et j'ai un collègue qui encadre un autre projet d'aménagement d'un espace potager sur le site de Neuville. L'espace potager a déjà été mis en place par un projet professionnel d'une année précédente et on le complète année après année pour le faire évoluer et le maintenir. Nous avons déjà des stages obligatoires et comme je vous le disais tout à l'heure, avec le but, on va renforcer cette notion de stage obligatoire. Au cours des 4 premiers semestres du but, il va y avoir 8 à 12 semaines de stage et au cours de la dernière année, un stage de 12 à 16 semaines. Ça devra répondre à une problématique qui sera fixée avec l'encadrant dans l'entreprise ou dans l'industrie qui va vous accueillir ou dans un laboratoire qui va vous accueillir. Et à nouveau, ce sera évalué sous la forme de soutenance orale et de rapport écrit. Un dernier élément qui est absolument essentiel à avoir en tête, c'est que pour l'une des deux options, donc l'option plutôt biologie-biochimie, ce qui va nous amener au parcours biologie médicale et biotechnologie, il y a des vaccins qui sont obligatoires. C'est une obligation légale. Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir son diplôme si on n'a pas suivi la loi. Donc ces vaccins seront à faire au cours de la formation et on se posera la question, si elle ne s'est pas déjà posée pour vous au préalable, de est-ce qu'on est bien d'accord que votre santé vous permet de faire ce vaccin. Sinon, il va falloir changer de formation. Et si par ailleurs des personnes ont un, comment dire sans être désagréable, si pour des personnes faire un vaccin pose un problème moral, je vais regrouper toutes les problématiques sous le nom de moral. S'il y a un problème moral à faire un vaccin, alors vous ne pourrez pas suivre cette formation-là non plus, il faudra envisager de vous réorienter parce que ça n'est pas compatible avec l'obligation légale d'être vacciné pour pouvoir aller sur le marché du travail avec cette formation-là. J'ai vu une main levée, mais elle a été baissée. Il n'y a plus de questions du coup? Ah pardon. Alors je vous montre, parce qu'on a quand même un bon paquet d'années d'expérience derrière nous, donc on a déjà un certain nombre de partenariats avec beaucoup d'entreprises et de laboratoires pour accueillir nos étudiants pour faire leur stage. Donc vous avez des laboratoires de recherche, des laboratoires de gestion des risques ou de gestion des déchets, des bureaux d'études, des établissements qui travaillent sur la protection de l'environnement, des établissements de traitement des eaux, des collectivités locales. Tout ceci
c'est des structures qui peuvent accueillir nos stagiaires. Donc ça, c'est plutôt orienté génie de l'environnement. On a la même chose évidemment pour l'analyse biologique et biochimique, où on a beaucoup d'établissements qui peuvent accueillir des étudiants sortant de notre formation. En ce qui concerne la poursuite d'études, je vais essayer de finir rapidement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je l'ai évoqué précédemment. Statistiquement, la très grande majorité des étudiants qui sortent de DUT actuellement continuent leurs études après. C'est d'ailleurs un peu l'une des raisons pour lesquelles on transforme ce diplôme en un autre diplôme à Bac+3, c'est que de toute façon, quasiment tout le monde continue au-delà de Bac+2 actuellement. Alors, je n'ai pas de visibilité à vous donner sur ce que vont faire les étudiants après un BUT, puisqu'il n'existe pas encore. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce qui se passe pour les DUT actuels. Donc, quand je vous dis que la majorité des étudiants poursuivent leurs études, il me semble qu'il n'y a que à peu près 15% des étudiants qui vont sur le marché du travail à la sortie du DUT. C'est tout à fait honorable, c'est tout à fait respectable, c'est tout à fait possible, puisque c'est un diplôme professionnalisant. Mais on constate que la plupart préfèrent continuer un petit peu, ou beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir des étudiants qui vont en troisième année de licence générale, pour rattraper une licence générale, puis un master. Ou des étudiants qui postulent, qui candidatent, qui passent des concours pour des écoles d'ingénieurs, ou qui font cette fameuse troisième année de licence professionnelle. Après, il y a plein d'autres possibilités, des gens qui vont en école vétérinaire par exemple. De la même manière, je n'ai pas de visibilité à vous donner sur l'insertion professionnelle après le but, mais les étudiants à la sortie du DUT, je peux vous assurer qu'ils sont à 100% en emploi 2 ans après l'obtention de leur DUT. Ils ont un emploi à plein temps et pour la majorité d'entre eux, ils ont un emploi à durée indéterminée, ce qui n'est pas négligeable dans la situation actuelle. Avec un revenu mensuel médian autour de 1 600 € par mois, en sachant qu'il y a un petit écart entre la province et l'Île-de-France, puisque le coût de la vie n'est pas tout à fait le même en Île-de-France. Donc ça, c'est un revenu de départ. Ça ne préjuge pas de l'évolution de carrière. Dans le privé, en général, l'évolution de carrière en termes de salaire, elle peut être conséquente. Je vous donne ici, dernière diapo, des éléments pour pouvoir aller chercher des informations complémentaires. Donc le site internet de l'IUT et puis le fil Twitter de l'IUT, si ça vous intéresse de suivre un peu ce qui nous arrive à l'IUT-GB. Et maintenant, j'arrête de parler et je réponds à vos questions. Merci de m'avoir écouté. Allez-y, n'hésitez pas. C'est le premier qui est le plus difficile à faire, mais après... Oui, Elliot. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Alors, comme je suis en seconde, en fait, je me posais la question, Oui. est-ce que la spécialité mathématique est vraiment indispensable pour rentrer dans cette université? Alors, à l'université, non. Parce qu'à l'université, on a des formations qui ne sont pas toutes des formations scientifiques. Pour l'IUT, département génie biologique, je pense qu'avoir abandonné les maths à la fin de la seconde serait une très grave erreur. Je sais bien la problématique de la spécialité maths. J'ai été enseignante en lycée jusqu'à il y a 1 an, donc j'ai travaillé sur cette réforme des spécialités quand j'étais au lycée. Beaucoup travaillé là-dessus, donc je vois bien quelle est votre problématique. Ne pas faire de maths pour avoir une formation scientifique, c'est un vrai problème. Et je ne peux pas préjuger de la façon dont vous allez être sélectionné ou pas sélectionné à l'entrée des formations universitaires scientifiques, mais il y a un vrai problème avec cette grande liberté de choix des spécialités dès la fin de la seconde, c'est que vous allez vous fermer des portes sans forcément vous en rendre compte. Et vous ne vous en rendrez compte que quand il sera trop tard, parce que vous aurez fait votre choix de spécialité, vous commencerez à vous dire, bah en fait c'est telle et telle formation qui m'intéresse, et là les gens vont vous dire, attention, c'est loupé. Donc moi je pense que au moins pour la première, même si cette spécialité vous semble difficile, et si l'enseignement de mathématiques en seconde vous semble difficile,
Je pense qu'il faut vraiment pas perdre le contact avec les mathématiques. Est-ce que... D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse baisser la main, comme ça je verrai si tu as une autre question plus tard. Il y avait Émilie et Héloïse, mais je ne sais pas qui a levé la main en premier. Il faudrait que vous réactiviez votre micro pour me parler, s'il vous plaît. Je crois que c'est Émilie qui avait levé la main en premier. Alors, on va écouter Émilie. Merci, Héloïse. Ou alors, on va écouter Héloïse le temps qu'Émilie retrouve le bouton pour le micro. Ah non, c'est bon. Vas-y, on t'écoute, Émilie. Oui, bonjour, en fait, c'est la maman des... Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Ma fille elle est en première, elle a dû arrêter puisqu'elle a des cours. J'avais une question sur la poursuite des études, parce que vous dites qu'il faut choisir les options rapidement, et en effet, vu que maintenant ils choisissent dès la première. Ils choisissent même dès la seconde, en fait, le premier Oui, donc triptyque. en fait, là, ça veut dire que si ils choisissent à l'IUT la partie, ce que vous appelez biologie médicale et tout ça, ils ne peuvent plus changer en cours de route, j'imagine, ils ne peuvent pas aller dans l'autre module. Dans le cadre du but, alors là, j'ai pas une réponse définitive parce qu'on n'a pas de réponse définitive et il n'y a pas eu de décision tranchée encore. C'est toujours en cours de construction. L'objectif des parcours, c'est quand même d'avoir un certain nombre de passerelles entre le premier et le deuxième. Il va y avoir un moment dans la formation où cette différence va être trop forte et il va y avoir une paroi imperméable, quasi imperméable, entre les deux parcours. Mais au début, a priori, on doit pouvoir faire des passerelles entre l'une et l'autre. Il y aura plus de détails sur les indications Parcoursup, parce que je sais que c'est indiqué actuellement pour le DUT, qu'on postule soit en ABB, soit en GE, et quand on est pris en ABB, on ne peut pas demander à passer en GE en septembre, ou le contraire. On a vraiment postulé pour une option. Il me semble que ce sera plus souple que ça pour le BUT, mais encore une fois, comme c'est pas encore complètement tranché, malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. A priori, les gens qui se dirigent vers ce secteur, ils vont plutôt dans le domaine de l'agroalimentaire ou du médical et de la recherche. Pour le côté biologie médicale ? Oui. Alors oui, vous avez des gens qui vont aller travailler en laboratoire. Par exemple, les personnes qui travaillent chez Cerba pour faire les analyses de sang à haute dose en ce moment, ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont passés par un DUT génie biologique ABB. Mais donc a priori, on part sur un niveau technicien. En sortant du DUT, on a un métier de technicien. Si on prolonge ses études au-delà du DUT, on peut devenir assistant ingénieur, on peut devenir ingénieur, on peut devenir chercheur, on peut devenir... alors, médecin, c'est pas tout à fait la voie prévue, hein, mais il y a pas mal d'étudiants, il y a plusieurs étudiants par promo qui arrivent à faire des études de vétérinaire après. Ok. En fait, ma question était plus C'était parce pas ça. que je pensais à... Enfin, ma fille est intéressée par ce qui est biologie médicale Oui. et peut-être radiologie, mais là, ce dont vous parlez, ça me semble plus orienté, en effet, laboratoire, biochimie et tout ça, et Oui. pas tellement radiologie. C'est pour ça que je vous pose la question. Je dirais que radiologie, c'est plus une formation de physicien qu'il faut faire. D'accord. C'était ma question. Voilà, Pour aider à choisir... Je pense que le mot-clé qu'il faut chercher, c'est manipulateur radio. Et on ne forme pas, à ma connaissance, de manipulateur radio. On ne fait pas suffisamment de prévention des risques radiologiques dans cette formation pour pouvoir envoyer les étudiants sur ces métiers-là. Donc là, c'est plus un DUT pour faire manipulateur radio, là, j'ai pas la réponse comme ça à froid. Moi, si je peux me permettre, Allez-y. moi je peux répondre Oui, à cette question-là bien sûr. en fait. Et en fait, c'est plutôt un BTS. Et vous avez un BTS à Franconville qui le fait. Je ne pourrais pas vous dire le nom exactement, mais je sais que c'est tout ce qui est manipulation de radio. Donc renseignez-vous au lycée de Franconville, Jean Monnet à Franconville. D'accord, merci. Et le par contre, c'est vrai qu'il est quand même aussi très sélectif aussi, donc faut tout donner en première et en terminale. Hein. Mais peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs aussi. C'est celui du coin que je connais et il est très bien. Bah, c'était la question parce que quand on n'est pas dans le domaine, c'est bien sûr. d'avoir les infos. Bien sûr. Merci.
Donc là, je viens de faire une recherche euh, dans mon navigateur et j'ai tapé manipulateur radio Franconville et vous tombez tout de suite sur le lycée Jean Monnet et avec toutes les informations sur la formation du DTS, le manipulateur radio. D'accord. Merci. Alors, je vous laisse baisser la main si ça vous Oui, dérange pas. Héloïse, alors je vais arrêter de tutoyer par défaut parce que je peux faire des bêtises. Bonjour, c'était pour savoir quel type exactement de métier on pouvait avoir à la fin du BUT, du parcours ABB. Et est-ce que la recherche médicale, elle fait partie des métiers auxquels on peut prétendre après cette formation? Oui. Donc, si vous vous arrêtez juste à la sortie du BUT, vous allez, comme je le disais à l'instant, pouvoir envisager des métiers d'analyse biologique en tant que technicien. Donc, dans les laboratoires de ville, chez Cerba, dans les laboratoires de recherche, dans des laboratoires vétérinaires. Vous allez aussi pouvoir, si vous continuez un peu vos études, en master, voire en doctorat, ou en école vétérinaire ou en école d'ingénieur, vous allez pouvoir accéder à des métiers qui sont plus d'encadrement ou de recherche, ingénieur d'études, ingénieur de recherche, soit dans des laboratoires privés, soit dans les laboratoires publics. Et puis, vous pouvez aller envisager de faire de la recherche biomédicale, en sachant que plus on vise des études longues, plus ça suppose qu'on était à l'aise au début de ces études. A priori, la voie la plus évidente pour aller faire de la recherche, c'est de faire une licence générale, puis un master, puis un doctorat. Sauf que, pour certains ou certaines, envisager une licence générale, ça fait un peu peur, ou on se sent pas... on a envie d'être plus encadré, on a envie d'être plus dans la pratique, et donc on préfère passer par une formation plus pratique, avec plus de stages. Ça permet aussi de changer d'avis, hein. On peut imaginer qu'on va faire des études courtes et finalement se dire bah non, ça se passe bien, je me sens bien, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai vu un métier qui me plaisait beaucoup, donc je vais continuer pour aller chercher ce nouveau métier. C'est tout à fait envisageable. Mais voilà, faire des études longues, ça suppose qu'on n'est pas déjà un petit peu fragile et un petit peu à la peine quand on est en première ou en deuxième année après le bac. C'est clair ce que j'ai dit? Ouais, je pense, ouais. Mais du coup, si je fais juste les 3 ans, enfin, je vais pas me fermer des portes à juste me contenter de ça et aller directement sur le plan professionnel. Est-ce que je vais me fermer des portes? En choisissant le but? Ouais, juste ça. Juste, je fais BUT et je m'arrête là. Ah, alors si. En choisissant de démarrer une formation de but, tu ne te fermes pas de porte. En choisissant de t'arrêter à la fin du but, t'as pas le niveau d'un chercheur. Ok. Donc tu ne pourras pas avoir un poste de chercheur. Tu pourras envisager d'être recruté comme technicien ou assistant ingénieur dans une équipe de recherche, mais ce ne sera pas toi qui la fera la recherche. D'accord. Ok, merci. De rien. Alors, excusez-moi, là, c'est la maman d'Héloïse qui prend le relais. Oui. Bonjour. Bonjour. On a entendu dire qu'en venant d'une voie générale au lycée, on aurait du mal à accéder au DUT et au BUT. Tiens Est-ce donc. que c'est le cas? Non. Clairement non. Comme je vous le disais, on a des quotas. Alors c'est rigolo de voir le dire dans ce sens-là parce qu'en général, c'est plutôt les gens qui viennent de filières technologiques qui s'inquiètent et qu'on rassure en disant qu'il y a des quotas. Mais comme on a aussi du coup un quota de filière générale, il n'y a pas de problème a priori. Le problème qui concerne toutes les filières, générales et technologiques, c'est qu'on a 90 places au DUT Génie biologique de Cergy et on a, je crois, 1800 demandes. Voilà, donc vous imaginez bien que on va déjà commencer par probablement retirer tous les dossiers de gens qui ont fait anglais, latin
et histoire, géo, sciences politiques, et qu'on va plutôt se concentrer sur ceux qui ont fait peut-être maths, SVT, physique, chimie. Ça se comprend. Ce qui n'est pas juste un problème d'a priori et de sectarisme, mais juste un problème d'adaptation des compétences aux besoins de la formation, aux besoins du métier à la sortie de la formation et à la cohérence vis-à-vis du fait qu'on veut mettre nos étudiants en situation de réussite. Après, il peut y avoir des cas très particuliers, hein, avec des lettres de motivation, des dossiers très spécifiques. C'est normalement l'objectif de Parcoursup, c'est de pouvoir faire émerger un certain nombre de dossiers très particuliers avec des gens qui ont choisi de s'ouvrir culturellement au lycée, mais qui en fait ont un bagage scientifique important. Je prends cet exemple-là parce que c'est ça qui va me concerner. Et qui sont capables de défendre dans leur lettre de motivation qu'ils vont s'en sortir en termes de sciences parce que par ailleurs ils ont beaucoup bossé et on peut faire un pari positif sur leur dossier. Et puis on peut avoir des parcours un peu atypiques. Cette année par exemple, je vous en parle parce que c'est moi qui l'ai défendu, donc c'est moi qui ai fait le pari. On a un étudiant de STAV qui, en sortant de lycée, était venu nous voir aux journées portes ouvertes. On lui avait dit ça va être compliqué de réussir au DUT. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses une année de remise à niveau bac S, puisque c'est toujours un bac S qu'on a pour les étudiants de cette année. Il a fait cette année de remise à niveau, il est revenu nous voir, il a dit regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai 14 de moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Et on a fait le pari de le prendre. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et il est extrêmement motivé, il nous a montré qu'il était motivé, qu'il se donnait les moyens de réussir, donc on s'est dit que ça valait le coup de lui donner sa chance et qu'on n'allait pas l'envoyer au casse-pipe. Ok, merci. De rien. Moi, je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport Bien à la sûr. question d'Héloïse de tout à l'heure. Héloïse, faut pas t'inquiéter en fait. C'est quand tu disais que si elle te fermait des portes, en fait, tu peux même commencer à aller travailler puis revenir faire des études derrière. Dis-toi que c'est vraiment pas fermé du tout et qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça en fait, qui vont travailler et puis qui vont acquérir de l'expérience. Et cette expérience-là, bah, ils vont la mettre en valeur et venir nous voir pour rentrer après dans des masters, dans la recherche, etc. Donc dis-toi qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent de jeunes qui vont travailler et qui reviennent après. Il n'y a vraiment pas de souci, tu peux aller travailler et te dire oh bah non, en fin de compte, je veux aller faire un master, un doctorat, c'est tout à fait possible de le faire. D'accord. On a... C'est pas... Pardon. Vas-y, finis. Non, c'était juste qu'elle s'inquiète vraiment pas, tout est possible de faire aujourd'hui. Et au contraire, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Il y en a beaucoup. Moi, je vois au service d'orientation qu'il y a beaucoup de monde qui maintenant veulent reprendre des études. On a même au sein du DUT des étudiants qui ont mon âge, c'est-à-dire qui ont travaillé et qui reprennent leurs études pour avoir un DUT. Donc au sein de notre formation. Sans parler de compléter au-delà du but après quelques années d'expérience professionnelle. Même sur notre formation, il y a des gens qui sont issus du monde professionnel et qui se diplôment, c'était pas français ça, qui souhaitent acquérir un diplôme supplémentaire. Très bien, merci beaucoup. De rien. Suivante, je dirais que c'était Sabine Portier qui avait levé la main en premier. Oui, alors moi aussi c'est pour ma fille, Oui. je suis sa maman. Ma question en fait est très précise. Oui. Ma fille actuellement donc, est en première et elle a pris les 3 options maths, physique, chimie et SVT. Qu'est-ce qu'elle garde Quel serait le conseil à lui donner sur la matière à abandonner en fin de première si elle envisageait le DUT de génie biologique? Alors, il paraît que abandonner est un terme tabou, donc on va dire quelles sont les spécialités qu'elle conserve. Mais je suis d'accord, hein. Je suis complètement d'accord, laquelle elle lâche. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et cette réponse est très compliquée à vous donner parce que il y a plusieurs critères qui sont pas forcément compatibles entre eux. Le premier critère, c'est il faut avoir son bac. Donc il faut des disciplines dans lesquelles on va avoir des notes qui permettent d'avoir son bac. Le deuxième critère, c'est de quoi on a besoin pour la poursuite d'études. Ce qui ne sera pas forcément
la même combinaison de deux spécialités si on a encore un petit doute à la sortie de la première. Et il est tout à fait naturel d'avoir encore des doutes quand on est en seconde, quand on est en première, quand on est en terminale. Et même quand on a 25 ans et qu'on a déjà traîné ses guêtres un certain nombre d'années à l'université, il y en a qui ont encore des doutes et c'est tout à fait logique. Donc c'est normal de ne pas trop savoir ce qu'on veut faire quand vient l'heure du choix des deux spécialités qu'on conserve. Troisième critère, est-ce qu'on peut être en réussite dans une spécialité en abandonnant une autre spécialité dont on a besoin? Je pense particulièrement à est-ce qu'on garde la physique sans avoir les maths? Parce que quand on vise génie biologique, en général, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'on va garder SVT. Et donc la question, c'est laquelle je garde parmi les deux autres. Est-ce que je garde les maths, sachant que, en général, quand on vise SVT, c'est qu'on n'est pas super fan des maths. Ça arrive, hein, mais ça arrive aussi qu'on n'ait pas trop d'affinité avec les maths. Donc est-ce que je garde une spécialité dans laquelle j'ai un peu peur de me planter, pour le dire crûment, ou est-ce que je garde la physique, pour lesquelles peut-être on a plus d'affinité, pour lesquelles ça paraît plus cohérent de garder un enseignement de physique et de chimie, parce qu'il y a beaucoup de chimie et il y a, mine de rien, pas mal de physique dans la formation en génie biologique. Sauf que pour réussir la spécialité physique-chimie, sans les maths, c'est un problème. Donc là, j'avoue que comme je suis sortie du système lycée depuis 1 an, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de discuter avec mes collègues de lycée cette année pour voir comment ça se passe concrètement pour les élèves qui ont fait ce choix-là. On a eu quelques petites autres problématiques depuis septembre et on n'a pas eu trop le temps de poser ce genre de questions. Mais en fait, moi ce que je répondais à cette question-là l'année dernière, c'était je proposerais bien de faire un compromis qui consiste à faire spécialité physique, chimie et SVT et maths complémentaires. Le truc en plus. D'accord. Ce qui permettait d'avoir 6 heures de physique-chimie, 6 heures de SVT et quand même un lien avec les maths. À raison de 4 heures par semaine, je crois. 3 heures. Peut-être 3 heures. Non. Oui, c'est 3 heures. Sous forme optionnelle, du coup. C'est ça, l'option maths complémentaire. D'accord. Mais je ne sais pas comment ça s'organise concrètement dans les lycées. Je ne sais pas si cette option s'ouvre partout, puisque c'est une option. Donc il faut prendre sur le petit volant d'heures qui reste dans la dotation du lycée pour pouvoir ouvrir ces options-là. Donc je n'ai pas suivi, je ne sais pas à quel point cette option maths complémentaire a été développée. Moi, c'était ça que je suggérais. Pour garder, en fait, le trépied maths, physique, chimie, SVT. D'accord. Ok. Merci pour votre réponse. Je suis désolée de ne pas être aussi plus claire que ça. C'est bien, merci. Mélanie? Oui, le micro est ouvert. On t'écoute, on vous écoute, je ne sais pas. Mais on n'entend pas. J'entre. Je crois... Alors, en tant qu'invité, je ne sais pas si vous avez accès à la conversation par écrit. J'ai un petit doute que ce soit plutôt non. Une espèce de petite bulle de BD qui permettrait de poser la question par écrit si le micro ne marche pas. Non. C'est embêtant si le micro ne fonctionne pas. Non, ça veut pas, ça veut pas. Alors, je vais essayer de mettre mon adresse visible, que tu m'envoies un mail peut-être, ou que vous m'envoyez un mail si vous êtes un parent. Qu'est-ce que je vais partager? Je vais enlever le partage et je vais modifier le diaporama.
Et j'ai une autre question à laquelle je peux répondre en même temps. Jeanne ou Héloïse, ou la maman d'Héloïse peut-être? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, En fait, je voulais savoir, parce que toute votre présentation, vous avez parlé de DUT, ça veut dire que le DUT, il va disparaître? absolument. Quand vous arriverez à l'université, il n'y aura plus de DUT. Et le BUT, du coup, il n'y a pas que CRJ qui le fait, du coup, c'est plein de... C'est tous les IUT, IUT. tous les Ok. IUT auront transformé leur DUT en BUT. Et donc toute la D'accord. Et carte dernière des question. départements génie biologique, ce seront des départements génie biologique qui proposeront le BUT au lieu du DUT. D'accord. Et dernière question, est-ce que le fait de prendre physique et maths, ça va nous désavantager ou pas? Alors ça, c'est un petit peu compliqué aussi. Je ne suis pas dans toutes les commissions de jury d'examen des dossiers sur Parcoursup. J'ai un peu peur qu'on vous dise quand même plus non que oui si vous n'avez pas pris la spécialité SVT en terminale. Alors, si vous l'avez pas prise en première, je pense qu'on peut dire que c'est mort. Et si vous l'avez pas prise en terminale, ça risque de poser problème. Parce qu'en fait, je suis en terminale et du coup, j'avais pris les 3 spécialités scientifiques en première. Mais en fait, enfin, je veux dire, DUT, c'est pas mon unique projet. Du coup, j'avais plusieurs projets et quand je suis allée à d'autres portes ouvertes, ils me disaient plus de prendre physique et maths. Du coup, j'ai fini par prendre physique et maths. Donc, ça veut dire que pour génie biologique, je serais un peu désavantagée, quoi. C'est ça. Alors, c'est malheureusement exactement ce que je disais juste avant, sur le fait que on vous fait faire des choix à un moment où vous n'avez pas encore complètement conscience des enjeux et des conséquences, et que finalement, vous vous êtes fermé des portes sans vous en rendre compte. D'accord. Alors, néanmoins, le choix que tu as fait te permet de garder des portes ouvertes ailleurs, mais cette porte-là, elle s'est fermée. Très probablement. Ça vaut le coup de tenter, hein, avec une lettre de motivation et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on examine les lettres de motivation. Donc, si à un moment donné, tu te rends compte au cours de l'année terminale qu'en fait, c'était vraiment la bio qui t'intéressait et que c'est vraiment ça que tu veux faire, il faut défendre ton projet. D'accord, ok. Merci. De rien. Alors, je voulais donc... On va le faire comme ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, en fait, mon micro marchait pas tout à l'heure. D'accord. J'avais une question parce qu'en fait, moi aussi, je suis en première et en fait, j'ai pris maths, physique, SVT. Oui. Je me demandais si après le DUT, est-ce que si on souhaite faire une école de commerce, on arrive au même niveau que ceux qui ont fait une classe de prépa ou est-ce qu'on a un léger décalage après en fait? Tu veux faire une école de commerce après un DUT génie biologique? Un BUT génie biologique? En fait, ma prof m'a conseillé de participer à ce cours-là et du coup, je me demandais, parce que c'est ce que je lui avais dit. Alors, moi, je dirais bien que si ton objectif déjà maintenant, c'est d'aller faire une école de commerce, c'est d'aller chercher... Pardon, je me suis trompée. C'est pas une école de commerce, c'est une école d'ingénieur, pardon. D'accord. Oui, je suis fatiguée, mais Parce que désolée. pour l'école de commerce, c'est pas le meilleur DUT quand Oui, même. On est d'accord. Donc, une école d'ingénieur. Il n'y a pas de problème. Oui, il y aura un décalage sur les compétences que vous avez obtenues entre la sortie de prépa et la sortie de but. Alors, il va y avoir un décalage d'autant plus important que prépa c'est bac+2 et but c'est bac+3. Donc j'imagine que tu vas aller passer plutôt les concours à la fin de ta deuxième année, comme si tu sortais de DUT actuellement. Il y aura un décalage parce que très clairement en prépa ils ont fait plus de théorie et toi tu auras fait plus de pratique et de stage. Néanmoins il me semble qu'il y a un concours dédié avec des places dédiées et donc en fait la question ne se pose pas. Elle va se poser au moment où tu seras rentré dans l'école parce que vous aurez des situations où vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes compétences, tout comme vous allez vous rendre compte en arrivant après le bac que vous n'avez pas les mêmes compétences que vous veniez de bac général ou de bac STL, mais ce sera une force d'avoir des profils différents et vous allez vous entraider les uns les autres et vous allez vous faire progresser les uns les autres. Étant donné qu'il n'y a pas de compétition au moment du concours,
on est assez tranquille. En fait, D'accord, je vais merci. je vais rajouter quelque chose. En fait, les écoles d'ingénieurs ont des concours en fonction justement d'où tu viens. En fait, si tu viens d'un DUT, bon bah là après ce sera BUT, c'est un concours spécifique. Si tu viens d'une CPGE, c'est un concours spécifique, etc. Donc en effet, hein, c'est selon ce que tu veux faire, tu prépareras le bon concours, hein, mais c'est tout à fait possible. D'accord, merci beaucoup. Je te laisse, voilà, laisser la main, merci. Peut-être qu'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous faire visiter les locaux, mais là, en l'état actuel, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que je peux me permettre de demander si ce que j'ai présenté était clair, ça allait pas trop vite, pas trop lentement, ça répondait à vos attentes? C'était très bien. Merci. Oui, C'était très bien et très intéressant. Merci. merci beaucoup. C'était très intéressant et très clair. Pas de souci. Merci. Donc je ferai en sorte de... Je vais faire des petites capsules vidéo qui vont reprendre ces choses-là. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit disponible sur le site de l'université. Je vais les fournir en kit pédagogique à un certain nombre de lycées, mais que ce soit accessible directement sur le site de la fac. Éventuellement, je peux aussi laisser mon adresse mail pour ceux et celles qui auraient d'autres questions à poser ultérieurement. Je ne sais pas comment on peut faire pour que ce soit disponible sans forcément que ce soit complètement open. Je ne sais pas comment dire ça de manière neutre, mais peut-être en... Je sais pas, t'as une idée, Armel? Non, justement, je réfléchis justement, oui, complètement. Faut que j'y réfléchisse et je vois exactement pour pas que ce soit en effet ouvert à. C'est compliqué après, ouais. Mais on va y réfléchir. On va trouver. Est-ce qu'il accepte de me repartager? En ce moment, mon Teams est un petit peu capricieux depuis hier, là. Et il n'a pas envie de faire les partages que je lui demande. Alors, peut-être que si je fais ça... Voilà, on va le faire comme ça. Je vais vous l'afficher. Comme ça, vous pourrez le voir. Puis vous, en plus, c'est une occasion de vous montrer tout ce qu'on fait quand on fait des cours en distanciel avec nos étudiants. Par contre, si tu pouvais mettre la fin de l'adresse, ce serait mieux. Voilà. Mon adresse est ici, si c'est visible. On voit pas tout, j'ai l'impression. On le voit. Enfin, moi, j'ai pas accès ça y à est. l'événement. C'est bon, ça y est. Donc roseline.descou-régnier@cyu.fr. CYU. Il y a toujours une main levée, c'était parce qu'il y avait une question ou c'était la main levée de tout à l'heure? Non, ça devait être la main levée de tout à l'heure alors. Héloïse ou sa maman? Alors, c'est la maman d'Héloïse. Oui. Moi, j'ai à l'affichage, là, tableau blanc en cours d'affichage et seuls les membres de l'organisation peuvent participer. Donc, je n'ai pas vu votre adresse. Est-ce que vous voudriez bien la Alors, répéter? je vais vous la dire à l'oral alors. C'est gentil, merci. Roseline avec un I, R-O-S-E-L-I-N-E, point Descout, D-E-S-C-O-U-T, tiret celui du 6 sur les claviers Windows, Régnier, R-E-N-I-E-R, arrobas, CYU.fr. Merci beaucoup. De rien. Je vais pas vous retenir plus longtemps si jamais en fait vous avez les réponses à toutes vos questions. Je vous remercie encore une fois d'être là et d'avoir été présent et j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Et bon courage pour la Merci suite. à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci.